Campagne électorale au Cameroun dans le cadre des législatives et municipales. Le parti de Cabral Libby, candidat à la dernière présidentielle, est dans la dynamique d'une campagne de proximité. On le verra dans ce JT. La Cour constitutionnelle du Malawi rendra le 3 février prochain son jugement sur la régularité de la réélection du président Peter Mutharika en mai 2019. En attendant cette décision, des réactions à Lilongwe. Et puis, les pays africains prennent des mesures pour éviter tout cas de contamination du coronavirus. Les populations sont invitées à restreindre certains de leurs déplacements vers la Chine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, les contestations ne faiblissent pas. Un jeune homme de 19 ans a été tué mercredi à Conakry lors de heurts avec les forces de l'ordre. L'opposition guinéenne, faut-il le rappeler, manifeste depuis plus de 3 mois contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Les détails. La mort de Mamadou Saïdouba, étudiant en sciences économiques de l'université de Sonfonia, porte à 28 au moins le nombre de manifestants tués depuis le début à la mi-octobre de cette vague de protestation qui a également coûté la vie à un gendarme, selon un décompte de l'agence France Presse. Au bout de quelques minutes, après avoir été opéré, le jeune étudiant a rendu l'âme alors que ses parents ne l'avaient pas encore vu, a déclaré un de ses proches, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Le jeune homme habitant à Koza, quartier populaire et fief de l'opposition dans la banlieue de Conakry, avait été atteint par balle au niveau de la poitrine, selon une source médicale. La balle a perforé le thorax, a expliqué un médecin de l'hôpital où il avait été admis. Contacté par l'agence France Presse, la police guinéenne s'est refusée à tout commentaire. Un autre jeune homme a également été blessé mercredi par balle au niveau de la poitrine et était en soins intensifs, a indiqué dans la soirée à l'AFP un de ses frères. L'opposition guinéenne organise depuis la mi-octobre des manifestations, parfois durement réprimées, au fait barrage au projet qu'elle prête au chef de l'État de briguer un troisième mandat à la fin de l'année, alors que la Constitution en limite le nombre à 2. Campagne électorale au Cameroun dans le cadre des législatives et municipales. Le parti de Cabral Libby, candidat à la dernière présidentielle, est dans la dynamique d'une campagne à l'américaine. Des bus à l'effigie des candidats sillonnant la ville de Douala, du porte-à-porte en passant par des défilés motorisés. Le Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun veut à travers cette campagne toucher du doigt les réalités de la population. Voici les images. Le Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun de Cabral Libby est actif sur le terrain du double scrutin du 9 février prochain, quelques jours après le lancement de la campagne électorale samedi dernier. Le choix stratégique à Douala mise sur la proximité pour mieux convaincre la population. C'est à la tête d'un cortège de mototaxis regroupés en plusieurs files traversant les rues de Douala que Nouran Molu Hassana, candidate aux législatives sur les listes du PCRN, est descendue dans l'arène. Objectif, écouter la population, échanger avec elle et leur faire part de leurs projets de société. Nous sommes en train de faire parler de nous. D'abord, on essaie de se faire connaître, on va vers la population, on leur explique c'est quoi notre projet de société, on les écoute, on écoute ce qu'ils ont à nous dire, c'est quoi leur vrai problème et on touche du doigt quoi. Donc on est vraiment sur le terrain pour l'action porte à porte, le plus près possible de la population. Alors notre programme est vraiment vaste, mais il est plus axé sur la santé, sur l'éducation, sur le lotissement, sur par exemple les foster house qui est notre projet pilote, sur le foncier, donc il y a pas mal d'articles. J'aurais bien pu parler de tout ça si vous avez le temps. Si vous avez le temps, je vous explique tout. L'option de la proximité n'a pas tardé à porter des fruits. Des électeurs acquis à la cause de la jeune candidate n'ont pas hésité à se livrer devant micro et caméra. Pour qu'elle gagne, pour qu'il y ait le changement au Cameroun, pour que nos enfants trouvent le travail, pour que nos mamans qui cultivent aient assez à vendre. Il n'y a plus de route au Cameroun. C'est ce qu'elle attend d'elle. L'objectif du Parti pour la réconciliation nationale du Cameroun, jeune formation politique qui en est à ses premières expériences électorales, est bien défini. Remporter la majorité des communes en jeu et des sièges au Parlement.
Rappelons que Cabral Libye, leader du parti, est arrivé en 3e position lors de sa première participation à la dernière élection présidentielle avec 6,28% des suffrages. La Cour constitutionnelle du Malawi a annoncé qu'elle rendra le 3 février prochain son jugement très attendu sur la régularité de la réélection du président Peter Mutharika en mai 2019. Si la juridiction se prononce en faveur de l'opposition, de nouvelles élections pourraient être organisées. En attendant cette décision, des réactions ont été enregistrées à Lilongwe. On écoute. Nous attendons de nos juges qu'ils rendent leur jugement avec impartialité et indépendance dans l'intérêt de la consolidation de la nation et du renforcement de notre démocratie. Et nous attendons également que le pouvoir, quel que soit son camp, soit en mesure d'assainir nos systèmes de vote afin qu'il n'y ait pas de nouvelles contestations comme nous l'avons vu lors de cette élection. En tant que citoyenne du Malawi, je souhaiterais que lundi, lorsque les juges rendront leur jugement, qu'ils annulent simplement les résultats et demandent un nouveau scrutin. So, as a Malawian, I do not necessarily En tant que Malawite, je suis toujours divisé. Le verdict peut aller dans un sens ou dans l'autre et j'ai peur de ce qui va se passer, de ce que les Malawites vont faire quand ils entendront le verdict. Je pense que c'est là que mes attentes les plus bizarres s'en mêlent. Je pense que si nos politiciens ne font pas attention à ce qu'ils disent, la situation sera probablement pire qu'en 2012. Le président tunisien Kaïs Saïed, au pouvoir depuis 3 mois, se rendra dimanche prochain en Algérie pour sa première visite officielle. Il avait promis avant son élection que son premier déplacement à l'étranger se fera en Algérie, seul pays voisin de la Tunisie avec la Libye en crise. Des précisions à travers ces images. Le président tunisien, qui n'a effectué aucun autre déplacement depuis son investiture le 23 octobre, si ce n'est une visite à Oman pour les funérailles du sultan Qaboos, doit passer une seule journée en Algérie, a indiqué la présidence à l'AFP. Il avait promis avant son élection que son premier déplacement à l'étranger se ferait en Algérie, seul pays voisin de la Tunisie avec la Libye en crise. La Tunisie considère l'Algérie, pays de 41 millions d'habitants, comme une grande sœur. Saïed, qui revendique les valeurs de la révolution de 2011 ayant chassé du pouvoir Zine El Abidine Ben Ali, doit rencontrer son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, élu lors d'un scrutin contesté, tandis que se poursuit depuis près d'1 an un mouvement populaire contre le régime. Invité avant cette élection, Saïed avait laissé le Premier ministre sortant Youssef Chahed le représenter auprès des autorités algériennes. Cette visite officielle interviendra une semaine après qu'Alger a réuni les ministres des Affaires étrangères de la région au sujet de la crise en Libye, qui a de profondes répercussions en Tunisie comme en Algérie. Les autorités algériennes et tunisiennes sont liées par une coopération dans la lutte antiterroriste, essentielle pour venir à bout des groupes armés opérant dans la région montagneuse frontalière, où les attaques et opérations sont récurrentes. La Tunisie dépend en outre de l'Algérie pour sa consommation de gaz naturel et le commerce avec son voisin algérien est crucial, ses exportations ayant souffert de la pète du marché libyen. Les pays africains prennent des mesures pour éviter tout cas de contamination du coronavirus. Les populations sont invitées à restreindre certains de leurs déplacements vers la Chine. Pour l'heure, le continent reste épargné par ce virus. Reportage. Les Nigérians qui souhaitent se rendre en Chine sont invités à reporter leur voyage s'il n'est pas absolument indispensable, a annoncé mercredi le ministre de la Santé. Toute personne venant de Chine et ne présentant pas les symptômes du virus est invitée à se confiner en restant chez elle pendant 2 semaines, a-t-il ajouté.
La Guinée équatoriale, qui entretient des liens économiques forts avec Pékin depuis qu'elle s'est lancée dans une politique de grands travaux, avec les revenus de l'or noir, a décidé pour sa part d'appliquer une mesure d'isolement systématique pour empêcher toute propagation du coronavirus. Le Premier ministre a ainsi ordonné la mise en place d'un dispositif de contrôle dans les aéroports pour tous les passagers en provenance de la République populaire de Chine qui seront placés en quarantaine durant 14 jours, correspondant à la durée d'incubation de la maladie. En Mauritanie, c'est l'ambassade de Chine qui a demandé à ses ressortissants récemment arrivés ou revenus en Mauritanie de rester confinés pendant 14 jours au moins pour empêcher la propagation éventuelle du nouveau coronavirus. Ces 14 jours représentent le haut de la fourchette d'incubation, plutôt estimée de 2 à 10 jours par l'Organisation mondiale de la santé. Le nouveau coronavirus a déjà contaminé près de 6000 personnes, principalement en Chine, d'où s'est propagée l'épidémie, qui a déjà tué 132 personnes. Une quinzaine de pays ont aussi été touchés, dont les États-Unis, la France et les Émirats arabes unis. Au moins 36 civils ont été tués à la machette dans la nuit de mardi à mercredi près de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit là d'un nouveau massacre qui intervient après quelques semaines d'accalmie. Reportage. Paysans achevés à l'arme blanche, le soir en brousse de retour des champs ou au village à la nuit tombée, le mode opératoire de cette attaque porte la signature du redoutable groupe armé des ADF, d'après les autorités et les survivants. La tuerie a commencé mardi soir à Manzigui, au nord-ouest de la cité d'Oicha. Grâce à Dieu, certains ont pu s'échapper, les autres ont été décapités et ils ont trouvé la mort. Je ne connais pas le nombre de décès, mais ils sont nombreux. J'ai vu ceux qui étaient en train de respirer et on les a récupérés. Oui, notre malade a multiples plaies sur la tête, qui sont des plaies par machette, sont des plaies transmission, il y en a des plaies qui sont plus profondes, qui atteignent même l'os. Ce sont des types de blessures que nous qu'on a reçues plusieurs fois ici, chaque fois qu'il y a carnage dans la région, aux alentours de la cité. Les massacres ont duré toute la nuit d'après l'ONG des droits de l'homme CEPADO. Parmi ces victimes, certaines femmes auraient été violées par les bourreaux avant d'être tuées, dénonce dans un communiqué le député provincial Jean-Paul Paloukou. Le bilan de 36 mois est établi par la société civile qui ramasse et enterre les corps et l'administrateur du territoire qui supervise la police. Au total, les forces démocratiques alliées ADF sont accusées d'avoir tué près de 300 personnes depuis début novembre et plus d'1 millier depuis 2014 dans la région de Beni. D'après les experts, les ADF se vengent depuis novembre sur les civils de l'offensive lancée par l'armée congolaise contre leur base dans la forêt et la jungle autour de Beni. L'armée s'est félicitée d'avoir repris le quartier général des ADF et d'avoir tué 5 de leurs 6 chefs. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.